Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mais avant, le traditionnel Conseil des ministres est tenu aujourd'hui au palais présidentiel de Koulouba sous la présidence du président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. La lecture du communiqué de ce Conseil des ministres avec Ibrahima Djombili qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Ibrahima Djombili. Bonsoir Khadija Toukouné et surtout très bonne fête de l'Aïd el-Fitr. Merci beaucoup. Merci mesdames et messieurs, bonsoir à vous également, bonne fête, Aoussambé Sambé. Et maintenant, le contenu du Conseil des ministres. Nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Les partis politiques et les associations sont régis respectivement par la loi numéro 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques et la loi numéro 04-0338 du 5 août 2004 relative aux associations. Au sens de ces lois, les partis politiques sont des organisations de citoyens unis par un idéal prenant la forme d'un projet de société pour la réalisation duquel ils participent à la vie politique par des voies démocratiques. Quant à l'association, elle est la convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. La loi relative aux associations n'autorise pas les partis politiques à former des regroupements sous la forme associative. Ces regroupements sont constitués sous la forme d'associations non déclarées qui n'ont plus d'existence légale depuis l'adoption de l'ordonnance numéro 2024-008 PTRM du 28 mars 2024 portant modification de la loi relative aux associations. Face aux multiples défis auxquels le pays est confronté, les autorités de la transition ont engagé des actions holistiques prenant en compte aussi bien les questions sécuritaires que celles du développement pour assurer le bien-être des populations. Malgré la volonté et la disponibilité des autorités à agir avec le consensus du peuple et la clarté des dispositions législatives et réglementaires qui encadrent les actions des partis politiques et des autres formes d'organisation à caractère politique, les actions de subversion des partis politiques et de leurs alliés ne font que se multiplier. Au regard de ces constats, pour raison d'ordre public, le projet de décret adopté suspend les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations jusqu'à nouvel ordre sur toute étendue et du territoire national. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement, du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux d'extension du périmètre de sécurité autour de l'aérodrome militaire et la poudrière principale sise à Kati. Le projet d'extension du périmètre de sécurité autour de l'aérodrome militaire et la poudrière principale des forces armées sise à Kati rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de sauvegarde et de sécurisation du patrimoine foncier affecté à l'armée. Les travaux qui consistent à la construction des murs de clôture autour des installations sensibles et la prolongation de la piste d'atterrissage de l'aérodrome militaire empiètent sur des propriétés privées qu'il convient d'exproprier pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions de la loi domaniale et foncière. La réalisation de ces travaux permettra l'amélioration des conditions de travail des forces armées à travers, entre autres, le respect des normes de sécurité exigées pour les poudrières, l'agrandissement de l'espace de manœuvre pour les vecteurs aériens, la minimisation des dommages sur les populations civiles en cas d'incident ou d'accident sur les installations. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétaire régional du gouvernement, le www.scgg-mali.ml et dans le journal L'Essor.
Au chapitre des communications, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au dialogue interactif sur la situation des droits de l'homme au Mali. Le dialogue interactif sur la situation des droits de l'homme au Mali s'est tenu le 28 mars 2024 à Genève, en Suisse. Cet événement a été le cadre des échanges sur le rapport de l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali pour la période du 4 avril au 30 novembre 2023. En réaction au contenu du rapport de l'expert indépendant qui décrit une situation préoccupante, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a fustigé l'impertinence du rapport qui est essentiellement à charge et basé sur des informations non recoupées. Il a rappelé les efforts et progrès réalisés dans le domaine des droits de l'homme, notamment les avancées réalisées en matière de lutte contre l'impunité, l'accélération de la lutte contre la corruption, l'intensification de la lutte contre l'esclavage par ascendance, les violences sexuelles liées au conflit et les violences basées sur le genre, la réalisation de nombreuses réformes politiques et institutionnelles dont l'adoption de la promulgation d'une nouvelle constitution, le renforcement du processus de paix et de réconciliation nationale à travers un dialogue direct intermalien, la préservation de l'espace civique à travers le libre exercice de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion qui constituent des droits constitutionnels garantis, le retour progressif de l'État et le redéploiement des services sociaux de base dans plusieurs zones. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, tout en s'opposant à la politisation et à l'instrumentalisation des droits de l'homme, a réaffirmé la ferme volonté du gouvernement du Mali de poursuivre dans le strict respect de la souveraineté sa coopération avec tous les mécanismes relatifs à ces droits. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a informé le Conseil des ministres de l'état du processus d'organisation des concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État exercice 2023. Dans le cadre de l'organisation des concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État, 65 817 candidats ont été enregistrés dans les différents corps de la fonction publique. La ville de Bamako seule a enregistré 45 965 candidatures, soit 69,83% des candidats inscrits. Les épreuves débuteront le 13 avril 2024 dans les 6 centres de l'intérieur et à Bamako à 8 heures précises. Le lancement de la première épreuve technique dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et du génie rural aura lieu au lycée Ba Aminata Diallo de Bamako à 7h45. Les concours se poursuivront chaque week-end à Bamako et dans les 6 centres de l'intérieur jusqu'au 5 mai 2024. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du Territoire et de la Population a informé le Conseil des ministres des dispositions prises pour la publication de la liste définitive des bénéficiaires de 11 logements sociaux à Kadiolo. Le programme de 12 566 logements sociaux comprend 9 483 unités dans le district de Bamako et 3 083 dans les localités de l'intérieur du pays, dans la ville de Kadiolo, avec 50 logements sociaux de type F3 Toll. La commission d'attribution créée à ce TV a enregistré 14 dossiers. À l'issue de ces travaux, 11 ont été retenus. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au 15e forum de Doha sur le dialogue interreligieux. Le renforcement du dialogue interreligieux pour un Mali uni et paisible fait partie des actions prioritaires des autorités de la transition. Dans cette dynamique, le 14e forum tenu en 2022 à Doha a enregistré la participation du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes qui a signé à cette occasion un mémorandum au nom du Mali avec l'État du Qatar portant sur le dialogue interreligieux. C'est dans ce cadre que le Mali est invité à participer au 15e forum qui aura lieu les 7 et 8 mai 2024 à Doha, toujours au Qatar.
Le ministre de la Santé et de l'Développement social a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 13e réunion de la commission tripartite République du Mali, République du Mali, Burkina Faso, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le ministre de la Santé et de Développement social a participé du 26 au 28 mars 2024 au Burkina Faso à la 13e session de l'accord tripartite République du Mali, Burkina Faso, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Au cours des travaux de cette session, la question du rapatriement volontaire des réfugiés burkinabés vivant au Mali a été prise en compte au même titre que le rapatriement volontaire des réfugiés maliens vivant au Burkina Faso. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leurs efforts de consolidation de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire, de leurs territoires respectifs. Les parties ont fait des recommandations portant, entre autres, sur la présentation des statistiques de rapatriement sur deux périodes de 2013 à 2017 et à partir de 2018, le renforcement du mécanisme de surveillance des retours spontanés des réfugiés burkinabés et du Mali. La fin des travaux a été marquée par la signature de l'accord révisé. La prochaine réunion de la commission tripartite est prévu du 24 au 26 septembre 2024 ici à Bamako. De la situation épidémiologique du pays marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une diminution du nombre de cas confirmé de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Et voilà, c'était tout pour ce Conseil des ministres. Merci bien Ibrahima Diomeli, vous restez avec nous pour la lecture d'un autre communiqué, juste le temps d'annoncer à nos téléspectateurs, et je le disais dans les titres, les activités des partis politiques et associations à caractère politique sont suspendues jusqu'à nouvel ordre pour des raisons d'ordre public. C'est l'une des principales décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 10 avril 2024. Les autorités justifient cette décision par des raisons politiques et sécuritaires. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a animé cet après-midi un point de presse pour expliquer cette décision. Un point de presse suivi par Siaka Konaté, son reportage incessamment. Voilà Ibrahim Diomeli, vous avez d'ailleurs un communiqué en rapport avec ce point de presse. Tout à fait, ce communiqué, comme vous l'avez dit, émane du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, communiqué officiel, ainsi libellé. En exécution du décret numéro 2024-0230 PTRM du 10 avril 2024 portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, compte de nouveau sur l'engagement et l'esprit patriotique constant de tous les présidents des partis politiques et les présidents d'associations menant des activités politiques dans la bonne application du dit décret. Et cette mesure participe substantiellement à créer les conditions prérequises devant être réalisées pour mener des activités majeures de la transition, en particulier le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale initié par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Cet exercice salvateur visant, entre autres, à résoudre le tissu social et à renforcer la cohésion nationale, affaiblie par une décennie d'insécurité multidimensionnelle, doit se dérouler dans un climat de sérénité et non de cacophonie. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, rassure les présidents des partis politiques et les présidents d'associations menant des activités politiques et que le retour à l'ordre constitutionnel sécurisé et apaisé demeure l'une des priorités des autorités de la transition. À ce titre, à titre de rappel, cet objectif cardinal a été amorcé d'une part par l'adoption de la Constitution du 22 juillet 2023 et à la suite des référendums réussis et d'autre part le réajustement de l'agenda électoral de la transition limité à l'organisation de l'élection présidentielle comme
annoncé dans le communiqué numéro 060 du gouvernement de la transition du 25 septembre 2023. Ces actions des autorités de la transition symbolisent leur bonne foi et traduisent éloquemment leur volonté de mettre en œuvre cette priorité. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porté par le gouvernement, s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Et c'est la fin de ce communiqué également. Merci bien Ibrahima Djambélé. Merci et bonne suite. Merci beaucoup. Suite donc de ce journal, et je le disais dans les titres, la ministre de la Santé et du Développement social a rencontré les partenaires humanitaires pour harmoniser toutes les actions humanitaires sur l'ensemble du territoire national et la coordination est assurée par le gouvernement. Le point avec Youssouf Diakité. Cette rencontre avec les partenaires humanitaires voulus par le gouvernement à travers le ministère de la Santé et du Développement social est une opportunité pour les deux parties de mettre en route la coordination des actions humanitaires. Nous sommes dans un contexte où les besoins humanitaires, malgré tous les efforts que chacun de nous est en train d'entreprendre, restent élevés et continuent d'augmenter. Nous avons de plus en plus de populations qui restent donc affectées par des difficultés et se trouvent donc dans des vulnérabilités qui ne cessent donc de grandir. Alors, comme on le dit partout, quand on n'a pas assez de ressources, la meilleure des choses à faire, c'est de se coordonner davantage. Le ministre de la Santé et du Développement social estime que l'uniformisation des actions humanitaires s'avère incontournable pour l'efficacité des actions à mener. Malgré les différentes interventions des acteurs humanitaires sur le terrain, les sollicitations de populations en détresse s'accroissent de plus en plus au niveau de nos services. Donc nous devons renforcer le mécanisme de réponse rapide, multisectoriel, qui nous conduira à la mise en œuvre des activités de soutien et de relèvement économique des populations. Cela nous appelle à revoir notre mécanisme d'accompagnement des populations en situation de vulnérabilité et intégrer dans nos actions les conséquences liées à la mauvaise coordination des opérations humanitaires sur le terrain. Ils étaient presque tous là, les représentants des organisations humanitaires présentes au Mali. 250 millions de francs CFA débloqués par le fonds CRF dans le cadre du projet d'assistance multisectorielle. Il s'agit de mener des activités de renforcement de capacité des acteurs locaux et des sensibilisations pour lutter contre les risques liés aux mines dans les régions de Ségou, San et Tombouctou. Najim Baba Sissé. En 2018, l'Association malienne pour la survie au Sahel a facilité la prise en charge d'une centaine de victimes d'engins explosifs et restes de guerre dans la région de Tombouctou. Toute chose qui témoigne de son aptitude à mettre en œuvre le volet protection de ce nouveau projet financé par le HCR dans le cadre du fonds CERF à plus de 250 millions de francs CFA, dénommé assistance multisectorielle, qui englobe la protection, l'éducation en situation d'urgence et les risques liés aux mines au profit des personnes affectées par le déplacement forcé. L'atteinte des objectifs de ce projet exige des différents partenaires et acteurs impliqués dans la lutte anti-mine un don de soi et une mise en synergie de différents efforts pour vaincre l'adversité. Pour ce faire, une gamme d'activités sera mise en œuvre. Il s'agit notamment de l'organisation des séances de sensibilisation, le renforcement des capacités et l'assistance aux victimes, les missions de suivi de différents projets. Le HCR continuera sa collaboration et ses partenariats avec les autres acteurs afin de fournir une assistance adéquate et rapide et assurer la protection des personnes déplacées de force et risques apatridie. Le projet cible les personnes déplacées en situation d'apatridie, les populations hautes et les populations en situation de handicap. Remercier le gouverneur et tout son cabinet pour toute leur grande disponibilité et l'accompagnement qu'ils ont pu nous offrir afin que nous puissions collecter auprès de leurs services techniques, leur communauté, mais aussi auprès des collectivités, les données qui ont permis de mobiliser ce fonds CERF. Nous demeurons convaincus que la mise en œuvre des activités des 10 projets confiés à MSS contribuera à une meilleure protection des populations affectées par les déplacements forcés. C'est donc pour moi l'occasion de remercier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
et les fonds CERF, partenaires techniques et financiers du projet. Cette cérémonie de lancement a été magnifiée par un sketch pour commémorer le 4 avril, Journée internationale de la lutte anti-mine, sous le thème « Protéger des vies, construire la paix ». Plus de 400 personnes du village de Kambala et environ dans la commune urbaine de Koulikoro ont bénéficié de consultations et de remises de médicaments gratuits, consultations assurées par la 29e mission médicale chinoise au Mali. Reportage à Fadeba Keita. Plus de 400 personnes originaires de Gombala et villages environnants de la région de Koulikoro se font consulter gratuitement. Selon les cas et les sexes en file indienne, ils sont répartis entre les pavillons mobiles que sont entre autres l'acupuncture, la médecine générale, la traumatologie, l'ORL, la chirurgie. Les consultants sont des médecins de la 29e mission médicale chinoise. L'ordonnance une fois délivrée, le patient est directement orienté vers une pharmacie où sont donnés gratuitement les médicaments équivalents. Beaucoup d'entre nous ont su de quoi ils souffrent. Ils ont ensuite eu gratuitement le médicament qu'il faut. Nous remercions la mission médicale chinoise. Les maladies les plus courantes sont dues à l'hygiène et à l'alimentation. Dans notre mission, il y a des spécialistes en médecine, en chirurgie, traumatologie, gynécologie, acupuncteur. De plus, il y en a des biologistes et échographistes et pharmaciens. L'activité est organisée par l'ONG Al-Barka en partenariat avec l'ambassade de la République populaire de Chine au Mali. Cette activité se situe dans le cadre de la Journée mondiale de la santé. Donc, dans ce cadre-là, nous avons voulu offrir cette consultation médicale à l'ensemble des populations de Gombala et environ. Donc, en tout, nous avons minimum 7 spécialités qui sont prises en compte. Les médicaments délivrés sont des produits chinois. Les patients qui nécessitent un suivi médical sont directement orientés à l'hôpital du Mali où ils seront pris en charge par la même équipe. Un enfant sur 100 serait touché par l'autisme dans le monde, selon l'association Autisme Mali. Il s'agit d'un trouble qui se caractérise par des difficultés dans la communication, les interactions sociales, entre autres. Peu connue au Mali, l'association Autisme Mali a commémoré la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme célébrée chaque 2 avril. Occasion pour elle de mettre la lumière sur cette maladie. On fait le point avec Barakissa Ouattara et Mamadou Sidibé. Il ne plaisante pas avec les enfants d'autrui. Il est tout seul à chaque fois. Son regard, on a l'impression qu'il ne regarde pas. Il ne nous fixe pas, quoi. C'est à travers ces différents signes et comportements que Kanté Dianabandjaï a découvert que son fils est atteint d'autisme. C'est à l'âge de 2 ans que j'ai su, il a cessé de parler. Raison pour laquelle on est parti voir un pédiatre. Lui, il nous a envoyé chez un neurologue, M. Touré. C'est lui qui nous a dit qu'il est autiste. L'autisme, c'est quelque chose, ça ne se voit pas à l'œil nu. L'enfant, il ressemble à tout enfant ordinaire. Il n'y a aucun signe visible sur son visage. Mais sauf qu'il y a 3 grandes difficultés qu'un enfant autiste peut avoir. Déjà, il faut savoir que les signes apparaissent avant l'âge de 3 ans. Donc, il y a un enfant qui commence à se développer correctement, mais arrivé l'âge de 3 ans, soudain, l'enfant, c'est comme s'il perd toutes ses compétences. Malheureusement, il n'y a pas de traitement efficace aujourd'hui contre l'autisme. L'idéal est de travailler sur le comportement des malades. Cette journée donne l'opportunité aux parents d'enfants et enseignants d'échanger avec les professionnels de la santé pour comprendre la maladie. Puisque ce sont des enfants qui font des hyperactivités, qui font des troubles du comportement, il est de nature de donner des médicaments pour diminuer ces symptômes. La prise en charge étant coûteuse, les enfants autistes sont la plupart laissés à la charge de leurs parents. C'est pourquoi ils lancent un cri de cœur aux autorités pour faciliter l'accès aux soins des enfants autistes au Mali.
Parlons tout autre chose à présent. Mercredi 10 avril, lendemain de l'Aïd el-Fitr, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Occasion pour certains de se détendre et les grains sont très animés. Un véritable moment de rassemblement et de convivialité. Constat fait dans la ville de Bamako par notre équipe de reportage Bemba Sibi. Devant les maisons, dans les jardins publics, la fête de l'Aïd el-Fitr continue, cette fois en mode détente. Les grains sont plus que jamais animés car ce lendemain de fête est chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Il n'y a pas d'âge pour ce moment de plaisir. Et après un mois d'abstinence et de dévotion, les fidèles profitent au maximum de ces moments de convivialité. La fête, c'est d'abord une occasion de pardon, de communion, n'est-ce pas, de partage. De partage des biens, de partage de la solidarité, de partage d'idées. C'est vraiment un plaisir pour moi aujourd'hui d'être en famille ici, avec les amis et les parents, de continuer la fête le lendemain. Et étant donné que l'État malien a décidé de chômer, ça fait vraiment une opportunité parce que ça ne peut que renforcer notre cohésion. Une fête religieuse mais aussi sociale et culturelle. Chacun a ses petites habitudes. Si certains se retrouvent entre amis, pour d'autres c'est une occasion de rassemblement familial. Le fait qu'aujourd'hui est chômé, on a décidé de se retrouver entre frères pour discuter et partager plus de moments ensemble. La ville de Bamako est aujourd'hui très grande. Ce n'est pas évident de se voir tout le temps. C'est pourquoi on profite de cette journée pour poser les grains devant la grande famille. Ça a été une journée vraiment mémorable pour nous parce que ça nous a permis vraiment de se commémorer avec nos amis, nos frères et puis ça nous a permis aussi d'aller saluer nos parents. La fête de Ramadan 2024 s'est passée dans la quiétude, la joie et le partage. Le partage, une des valeurs sacro-saintes de cette fête, avant tout religieuse. Aussi, pour la fête de Ramadan, beaucoup d'enfants aiment se rendre dans les parcs d'attractions, souvent avec les parents. Quelles sont les dispositions prises par les responsables de ces jardins pour assurer la sécurité des visiteurs? Boukari Koulibaly et Yahya Kone ont fait un tour au parc national et à la Cité des enfants. Suivant. Nous ne sommes pas au grand marché de Bamako, mais devant le parc national. Au lendemain de la fête de l'Aïd el-Fitr, la ruelle qui mène au jardin est inondée par une foule d'enfants. Tous veulent y accéder. À l'intérieur, ils sont des milliers d'enfants, accompagnés souvent de leurs parents, à profiter des merveilles du lieu. Côté sécurité, les responsables du parc n'ont pas lésiné sur la question. Un important dispositif a été mis en place pour la protection des visiteurs et de leurs biens. Parce que depuis Gitron Dala, faut annoncer un donda mayano. Ou que le roi jatemine ou que ni mon bedo bolu contrôler. Ou va faut qu'il y a des senu mine couranya. Al Dala ou un kume, un bolé taxi gono. Ou un kume à Gitron tigenai. Au conjarane yere, on est marqué Kosovo. Galon est haramé, tiens, la jamana nyamoro seke. Parce que point fin be no ko absa ke pour le me donner. An ya jatemine fola ka fo sécurité be ka fambe bre. Pour que mogo ni nous ou dimisanu ni bolo fen ou lakana quoi. La sécurité est assurée à travers donc une collaboration entre le parc national et la direction générale de la police. Donc nous avons écrit à la direction générale de la police pour qu'elle assure le maintien d'ordre et la sécurité. Donc elle nous fournit donc un certain nombre d'éléments, beaucoup d'éléments, vous avez pu voir vous-même le nombre d'éléments qui sont là et qui sont positionnés pour assurer la sécurité du chose. Autre endroit, même scénario. La Cité des enfants, également convoitée par les tout-petits, vibre aux couleurs de la fête. Pas question pour la direction de les laisser à leur guise. Une trentaine d'agents de sécurité veillent à leur protection. Depuis dans la forêt, c'est qu'on a là, la sécurité c'est bon. On a Polsun mesuga barala, aintigeta era la,
Il y a 2-3 semaines de cela, nous avons mis en place un dispositif sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire et même sur le plan d'encadrement. Nous déployons une trentaine d'agents de sécurité pour pouvoir mieux sécuriser les lieux. Nous déployons également une équipe de la protection civile pour pouvoir assurer la couverture sanitaire. Au-delà de tout ça, les agents également sont déployés pour que les enfants puissent accéder aux jeux en toute quiétude. Aucun incident n'a été signalé au moment où nous quittions les lieux. Tout va pour le mieux, avec de la nourriture, des jeux, de la bonne ambiance et l'odeur agréable que dégagent les gazons. Les enfants entendent continuer la fête jusqu'à la tombée de la nuit. Nous vous l'annoncions, les activités des partis politiques et associations à caractère politique sont suspendues jusqu'à nouvel ordre pour des raisons d'ordre public. C'est l'une des principales décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 10 avril 2024. Les autorités justifient cette décision par des raisons politiques et sécuritaires. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a animé cet après-midi un point de presse pour expliquer cette décision. Un point de presse suivi par Siaka Konaté. Les autorités de la transition ont décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités des partis politiques et associations à caractère politique. C'est ce qui ressort d'un décret pris en Conseil des ministres de ce mercredi 10 avril 2024. Le président de la transition, chef de l'État, statuant en Conseil des ministres, décrète, article 1er, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour raison d'ordre public, les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. La mesure est impersonnelle et vise à mettre fin au débat politique stérile sur la fin de la transition. Des discussions qui n'ont pas leur raison d'être au moment où le Mali s'apprête à organiser le dialogue intermalien initié par le président de la transition pour permettre aux Maliens de se parler et de trouver des solutions maliennes aux problèmes maliens. Ce dialogue est d'autant plus important que le Mali se trouve dans une phase critique. Je ne vous apprends absolument rien du tout. Les formes de terrorisme que nous avons connues ici, bien entendu, sont des formes qui ont évolué. Dans un premier temps, c'était vraiment un terrorisme mené essentiellement par des acteurs extérieurs. Ensuite, c'est un terrorisme qui s'est amalgamé avec une conflictualité communautaire. Aujourd'hui, cette conflictualité communautaire a suffisamment porté atteinte à la fois à l'unité de notre pays et à la cohésion nationale. Donc je crois que l'objectif recherché à travers ce dialogue, c'est vraiment de régler définitivement le problème de la conflictualité communautaire et subséquemment c'est le terrorisme. Plus les terroristes sont isolés, plus bien entendu leur lutte et leur neutralisation devient facile pour nos forces de défense et de sécurité. Au moment de mettre en œuvre ce dialogue ô combien important pour notre pays, nous avons nous-mêmes été surpris. Disons, on parle de discussions stériles, en réalité, qui n'en valaient pas du tout la peine d'exister, pour plusieurs raisons. Personnellement, je qualifierais ces discussions de paradoxe du poule et de l'œuf. On n'a pas le temps, disons, de rentrer dans ce genre de détails. Selon les porte-parole du gouvernement, on ne peut pas accepter que ce dialogue intermalien soit pris en otage et perturbé par les acteurs politiques. Pas besoin de polariser les débats sur la fin de la transition. Le gouvernement a annoncé 6 mois à l'avance un léger report des élections dans un communiqué en date du 25 septembre 2023. La fin de la transition est tranchée aussi par la Constitution du 22 juillet 2023 et la charte de la transition. Nous avons tenu, pour sincérité et en gage de bonne foi, à informer l'opinion nationale et internationale qu'il serait impossible, compte tenu d'un certain nombre d'arguments qui ont été évoqués dans ce communiqué, communiqué numéro 060 du gouvernement de transition, de tenir les élections à date. Il y allait avoir bien entendu un léger report. Forcément, le 26 mars, lorsqu'on entend certains acteurs évoquer des hypothèses qui n'ont pas lieu d'être, des hypothèses prises en charge largement à la fois par
la Constitution du 22 juillet 2023, bien entendu par la charte de la transition. Toutes les dispositions sont claires et bien mentionnées. On n'est pas du tout dans un vide juridique. La transition continue. Et les porte-parole du gouvernement d'appeler l'ensemble des acteurs politiques à collaborer avec les comités de pilotage du dialogue intermalien pour la réussite de ces assises, dont la phase communale se tiendra du 13 au 15 avril prochain. Notre chronique judiciaire d'aujourd'hui aborde le thème relatif au secret professionnel de l'avocat. La relation entre l'avocat et le secret professionnel traduit l'ambivalence de la fonction de l'avocat. Dois-je tout dire à mon avocat? Pourquoi l'avocat divulgue-t-il les informations qui lui sont livrées sous le sceau de la confidence? À la découverte du secret professionnel de l'avocat avec Garibou Pérou et Abdul Salam Bambara. Secret ou confident est ce qui ne doit être révélé. Comme toute autre profession, la profession d'avocat a aussi ses secrets. L'avocat, de par sa position de conseil, doit respecter le principe du secret professionnel. Il lui est défendu de divulguer une affaire de son client. Il en est encore moins question celle d'ordre judiciaire. Le concept est régi par le règlement numéro 5 qui régit la profession des avocats dans la zone UMOA, et notamment en son article 44 qui fait défense à l'avocat en toute matière de procéder à la divulgation des informations à caractère secret dont il a connaissance de par sa position donc de ses clients. Et la même disposition fait également alors interdiction à l'avocat de divulguer les secrets de l'information judiciaire. Le secret professionnel de l'avocat est souvent mis à de rudes épreuves. Au prétoire, par exemple, l'avocat porteur de messages de son client peut lever le secret professionnel. Est-ce son comportement est suffisamment motivé ici pour les clients de rompre la coopération? Si la divulgation, en tout cas l'affirmation à la barre, donc au prétoire, par l'avocat des faits, pouvant être considérés, sinon des informations pouvant être considérées comme secret professionnel, est dans l'intérêt du client. Alors, l'avocat peut bien les affirmer et c'est au bénéfice justement de son client. Parce que l'avocat est investi de la mission d'assurer la défense du client. Donc, pour résumer, le client a intérêt à dire tout et absolument tout pour prétendre à une bonne défense de ses intérêts. Le cabinet de l'avocat peut être soumis à une perquisition ou à une mise sur écoute dès l'instant où le client est impliqué dans la criminalité transnationale organisée. Ce qui est absolu pour l'avocat, c'est plutôt la relation de confiance entre lui et la personne qu'il défend. L'avocat est dépositaire d'une information qui pouvant constituer un secret, à caractère secret de son client. Il a l'obligation de garder ça sous secret, même après la mort de ce client. Ce secret ne doit pas être divulgué. Une fois que son cabinet alors a été perquisitionné en vertu, sinon en exécution d'une décision de justice, n'est plus tenu de quoi que ce soit. Parce qu'il y a un élément extérieur et une force, la force de la loi, la force de la décision de justice qui s'impose à l'avocat. Le secret professionnel est protégé par la Convention européenne des droits de l'homme dans son article 8 et aussi par les textes nationaux. L'avocat ou confident nécessaire est investi d'une mission, celle de porter la parole du justiciable, et le non-respect de cette obligation au code de conduite l'expose à des sanctions qui peuvent être civiles, pénales ou encore disciplinaires. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau. Plaise à Dieu. Nos grands-pères nous enseignent ce soir que le bonheur dans la vie, c'est se soucier des autres, oser pour les autres et partager avec les autres à méditer. Bonne fin de soirée à tous.